Alors, oui, je voudrais pas... je pense qu'on a des micros et on va pouvoir donner la parole à la salle, mais je voudrais peut-être qu'on fasse un premier tour de discussion entre nous. Je vais partir de la dernière intervention, qui est celle d'Isabelle Bacouche, et d'une chose qui me frappe énormément dans toutes les choses qui ont été dites ici à propos des architectes, c'est au fond que cette période révèle leur rôle extrêmement actif dans les rapports avec le pouvoir, qui pourrait nous amener à inverser les représentations que l'on fait habituellement des rapports entre architecture et politique, qui sont en général construits sur le mode suivant: le pouvoir, les pouvoirs, et notamment les pouvoirs dictatoriaux, bon, je ne vais pas entrer dans le... Merci. Je ne vais pas entrer dans la discussion de savoir comment qualifier le régime de Vichy. Je suis assez d'accord avec ceux qui le caractérisent comme régime charismatique. Je crois que c'est Vieviorka et Azéma qui utilisent ce concept plutôt que comme régime fasciste ou autoritaire classique, si tant est que ce terme ait un sens. Donc le régime de Vichy pourrait entrer dans cette catégorie. L'image, je disais donc, c'est celle des pouvoirs qui instrumentalisent les experts, et notamment pour ce qui nous concerne les architectes. Or, dans la pratique, on voit bien que les choses sont loin d'être aussi simples et aussi unilatérales. On voit que souvent ce sont... Et le cas de Le Corbusier est emblématique, mais il est loin d'être le seul. On pourrait parler de Perret, on pourrait parler de Maras, de Lecomte, de Tournon, de tous ceux qui sont engagés dans cette histoire. Des 44 engagés, plus 3 engagés dans l'aménagement de l'îlot insalubre, les architectes utilisent, instrumentalisent et jouent avec le pouvoir aussi à leur manière, au niveau administratif et au niveau politique. Donc je crois que c'est un trait très important de ce qu'on a vu. Une autre remarque qui m'a frappé, au-delà évidemment de l'évocation inévitable des questions de la continuité temporelle, ce régime qui se met en place de manière extrêmement rapide, une des choses frappantes, c'est la rapidité avec laquelle les nouvelles administrations se mettent en place pendant l'été 40. Tout est fait en quelques jours, voire en quelques semaines, parce que tout est déjà préparé, parce que les réseaux sont au point, parce que les projets ont été déposés et discutés à la Chambre des députés, par exemple, pour ce qui est de l'organisation professionnelle. Donc nous avons affaire à une mise en œuvre extrêmement rapide de ces pouvoirs qui traduit évidemment toutes ces structures de la continuité. Mais encore faut-il la penser de manière plus fine, et je crois que c'est ce qui a été proposé par certaines des interventions. Continuité humaine, continuité des projets, continuité des institutions, continuité du territoire aussi, en dépit des destructions de l'été 1940. Une des choses qui me frappe aussi, et je vais en rester là, de cette première réaction, c'est cet effort que vous avez fait les unes et les uns pour insister sur le off, c'est l'expression de Laurence Bertrand d'Orléac, le off, donc les zones d'ombre dans lesquelles une certaine liberté est possible, surtout pour des artistes qui n'ont pas besoin de mobiliser les budgets, c'est élémentaire de le dire, les budgets nécessaires à effectuer les œuvres d'architecture. Donc le off, promiscuité, mitoyenneté, les effets de sociabilité, les effets des réseaux humains, qui étaient très bien présentés dans le cadre, pour ce qui concerne les ingénieurs, par Rémy, mais aussi on le pressent au sein du Conseil des bâtiments civils, et de manière très frappante dans le cas de la Bretagne et dans le cas de l'îlot insalubre numéro 16. J'ai été absolument frappé, et peut-être est-ce que on pourrait commencer par cela, par cette superposition presque idéale entre une revue dont la genèse est une histoire assez particulière. L'architecture française est une revue qui initialement entend s'appeler Nouvelle Revue de l'Architecture, organe de la reconstruction française. Par la suite, ce titre, et ceci intervient à l'automne 40, par la suite le titre se condense, et elle se crée alors que certains des rescapés du comité de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui dénoncent cette revue qui serait une imitation
de l'architecture d'aujourd'hui, qui a suspendu sa parution, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas encore accompli sa métamorphose, la conduisant à devenir technique architecture une année plus tard. Et j'ai trouvé dans les archives d'André Herman, qui était le secrétaire de rédaction de Technique Architecture, le compte-rendu d'un entretien avec les services de la Propagandastafel dont Laurence Bertrand d'Orléac a parlé, sur lesquels je reviendrai. Donc les services les services allemands qui ont la tutelle sur la vie artistique et la vie littéraire parisienne. Herman va les voir et discute avec un certain Schmitt, je crois, du panorama des revues, en disant, voilà, seriez-vous d'accord avec l'hypothèse qu'il exista deux revues, une revue comme l'architecture française plus institutionnelle, et une revue qui serait une revue de documentation plus technique, moderne mais plus technique. Son interlocuteur nazi accepte à la condition qu'il n'y ait ni de personnes ni de capitaux juifs dans l'une ou l'autre. Mais clairement, ce panorama, ce paysage éditorial qui va subsister jusqu'en 1944 se construit sous tutelle. Alors, ce qui rend d'autant plus intéressant cette quasi-superposition que tu montres avec le projet L'îlot insalubre. Ce qui me semble frappant, j'avais jamais au fond réalisé combien les intervenants étaient nombreux, combien tous se précipitent sur l'occasion, dans un contexte, et je voudrais m'arrêter là-dessus, qu'il ne faut pas oublier, qui est un contexte de détresse économique de l'architecture. Et je crois qu'il ne faut pas oublier là je ferai du matérialisme primaire. Les conditions d'existence des architectes sont particulièrement dégradées. Les dentistes continuent à arracher les dents, les médecins continuent à opérer, les profs, sauf ceux qui sont virés en vertu du premier statut des Juifs, continuent à enseigner. Les architectes ne construisent pas, ou fort peu. Se construit quelques cités de relogement provisoire, quelques complexes scolaires d'éducation physique à Paris. C'est la seule chose que le gouvernement de Vichy peut construire. En revanche, il y a ces architectes, ces milliers d'architectes sont à l'affût de toutes les occasions pour essayer de survivre. Les missions de conseil, les fragments de plans de reconstruction, les missions d'enseignement, les expertises, l'évaluation des biens juifs à des fins d'arianisation, qui est relativement bien rémunérée. Donc, c'est aussi en fonction de ce contexte qu'il faut, et des phénomènes de cours qui interviennent autour des conseils, autour des instances nouvellement créées. C'est dans ce contexte général qu'il faut interpréter les mouvements de ces professionnels pour se placer, arracher les bribes des programmes publics. Donc voilà une première réaction. Mais peut-être certains d'entre vous ont-ils des réactions après les interventions des autres? Non. Enfin, je l'ai dit, mais trop rapidement. La liste des 40 architectes que j'ai cités, c'était pour dessiner une nébuleuse. Et puis ensuite, j'ai parlé de Bruno, d'Aretsch. Mais je ne pense pas du tout qu'il faille les ranger sous la bannière de Vichy et de l'idéologie vichysoise. Hein, ça, c'est clair. Sur d'autres chantiers sur cette période, et moi, l'expression que j'utilise, c'est les affaires continuent, que ce soit dans l'adversité ou au contraire dans la recherche du profit. Ça ne veut pas dire qu'il y a une adhésion idéologique au projet de Vichy. Alors, sur ce point, moi je voudrais aussi qu'on remette les pendules à l'heure, qui était à l'époque l'heure allemande, et qu'il est resté. L'idéologie, bon, vichysoise sans doute pas, c'est le seul qui soit authentiquement vichysois parmi tous ces personnages actifs dans cette période, c'est Gaston Bardet, qui l'était de naissance. Donc, idéologie peut-être vichiste, mais mettons des S partout. On voit bien que coexistent des figures extrêmement contradictoires, qui sont les uns des modernes off, pour parler comme Laurence Bertrand d'Orléac, mais aussi deux francs réactionnaires. Donc en fait,
les constructions idéologiques et discursives dans cette période sont extrêmement, couvrent un spectre extrêmement vaste, depuis les propos franchement réactionnaires, xénophobes, antimodernes, jusqu'aux propos modernes à peine déguisés, si on prend l'autre revue d'architecture qui est Technique Architecture, qui par exemple détourne complètement le thème du retour à la Terre en faisant de l'étude des habitations rurales une sorte de leçon de fonctionnalisme. Donc je pense que aussi une des considérations qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit, c'est ce pluralisme, ce foisonnement et ces contradictions dans tous les champs du discours. Alors, je veux bien poser une question, et justement à vous qui êtes spécialiste de l'architecture, parce que moi, j'ai tenu ce langage longtemps, si je puis dire, mais à partir du moment où je me suis intéressée à ce qui n'était pas visible, en fait, j'ai vraiment changé d'optique, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de tout un monde qui était vraiment immergé, disons. Difficile d'ailleurs à voir et difficile évidemment à cause des sources, etc. Mais enfin, je dirais qu'on a réussi quand même à mesurer son importance, hein, qui est très réelle. Et je voudrais savoir, disons, si vous écriviez ou si tu faisais, disons, une exposition sur tout ce qui n'était pas là, si je puis dire. Parce que c'était justement quand même, je veux bien qu'il y ait eu c'est vrai qu'il y avait une diversité, hein, je suis tout à fait d'accord, mais il y avait quand même globalement quand même c'était un virage très très non seulement ultra conservateur, mais on le voit bien d'ailleurs même vis-à-vis de Le Corbusier. Enfin, il y a des réactions qui sont très vives. La presse grosso modo, est une presse générale, parce que c'est important aussi, la presse générale, elle relaie aussi les questions d'urbanisme, d'architecture, je crois me souvenir, enfin, comme des beaux-arts. Donc, si vous aviez donc disons, à prendre un autre échantillon, parce que Rémi, sans vouloir réengager une polémique avec toi, mais c'est vrai que si on prend le corpus des technocrates, bien sûr qu'on va avoir de la continuité. Ça, c'est sûr. La technocratie, par définition, elle travaille dans la continuité, disons, à quelques exceptions près. Donc, ça dépend évidemment de où on met la focale. Mais en d'autres termes, et je repose la question plus simplement, qu'est-ce qui n'est pas là? Qu'est-ce qui n'est plus là en termes à la fois de liberté de projet, de défense d'un certain nombre de pensées, y compris, je ne sais pas, utopiques, etc. Qu'est-ce qui n'est pas là qui fasse qu'on peut quand même parler de rupture en dehors de ce que je considère comme le plus important quand même, c'est encore une fois la question du contexte d'exclusion qui, pour moi, fait qu'on ne peut plus effectivement parler de la même façon. On parlait par exemple de Hautecoeur, et ça ce sera une seconde question, et je ne parlerai plus à Antonio. Pour Hautecoeur, donc Antonio qui a fait vraiment un travail remarquable sur Hautecoeur. Est-ce que, si je te comprends bien, est-ce qu'on pourrait dire, vu tout ce que tu nous as dit, Dorival dit il est pétainiste mais pas collaborationniste, et on a un peu, disons, souri avec Jean-Louis, parce que comme on sait que pétainiste était quand même objectivement, disons, de facto collaborationniste, enfin, collaborateur de facto. Je crois qu'il faut séparer le collaborateur de facto et le collaborationnisme. En tout cas, c'était des collaborateurs de facto, les pétainistes, et Hautecoeur le premier. Est-ce que on pourrait dire de Hautecoeur, dont on pourrait entrer dans les travaux antérieurs même à la guerre, qui sont déjà antisémites et xénophobes concernant les beaux-arts et une conception de l'art français complètement hors sol. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, il est dans le déni de la politique et de l'histoire, tout simplement, c'est-à-dire qu'il pense qu'il va pouvoir rester un technocrate, disons, sauf que la situation a complètement changé. C'est ça la question, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut rester, disons,
Est-ce qu'on peut continuer à faire son métier dans des circonstances qui ont complètement changé, à la fois à cause de Vichy et à cause de la présence nazie? Donc il y a une question générale, disons, sur qu'est-ce qui se passerait si vous travaillez, disons, sur qu'est-ce qui n'était pas là, en gros, qu'est-ce qui n'est pas là. Et Antonio, donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un déni total, tout simplement, de l'histoire de la part de Hautecoeur et qui voudrait, comme une autruche, faire comme si c'était comme avant? Voilà. Alors, Antonio et puis Rémi Baudouin, juste une petite remarque. Collaborateurs ou collaborationnistes, on peut dire que les collaborateurs, c'est tous ceux qui sont engagés dans l'appareil de Vichy, sans exception. Les collaborationnistes, c'est ceux qui se reconnaîtraient plutôt dans le slogan de Laval, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Oui, tout à fait. C'est pas la même chose. Oui, oui, on est d'accord. Hein? On est complètement d'accord. Oui, moi je pense, je reviendrai effectivement à ce que Jean-Louis évoquait, cette rapidité par laquelle les choses se mettent en place en juillet 1940, parce que je crois que l'une des clés à la réponse de ta question, Laurence, est effectivement là. Il y a la volonté de mettre en place immédiatement un groupe de technocrates, de fonctionnaires qui ont une expérience avérée, afin de remettre sur rail un système étatique. En réalité, je crois que Hautecoeur saisit tout simplement cette occasion sans comprendre tout à fait ce qu'il y a derrière, et il va quelque part, comment dire, c'est l'évolution même des événements historiques, et en particulier pour ceux que j'ai pu apprécier en analysant un peu les choses de près dans les cas de ma thèse, c'est en particulier le durcissement progressif du cadre politique, et en particulier après avril 82, avec l'avènement du gouvernement de Pierre Laval, qui le met vraiment dans une situation de difficulté importante, parce que c'est comme s'il ne suivait pas, et je te rejoins effectivement dans ce que tu dis, il y a un déni à ce moment-là de se rendre compte qu'il est dans une situation où le compromis ne tient pas. On peut justement, moi j'ai beaucoup appuyé sur cette notion d'opportunisme, parce que je crois qu'il y a vraiment, Hautecoeur quelque part, il faut le rappeler, il a quand même des fonctions très importantes, même pendant le gouvernement du Front populaire, mais il passe complètement dessus. Ce n'est pas un engagement politique pour lui, c'est juste une question d'être un fonctionnaire qui est engagé dans son propre projet culturel. Donc, d'une part, après, je voulais juste rajouter une remarque par rapport à une autre chose qui a été évoquée tout à l'heure. Je crois que le pendant de cette difficulté des architectes à ne pas pouvoir s'engager dans des opérations concrètes de construction est sans doute dans un intérêt majeur porté à ce moment-là dans les problématiques de la formation. J'étais quand même très frappé du fait que beaucoup des architectes dont Isabelle Bacouche parlait, on le retrouve par exemple dans ce Conseil supérieur d'architecture qui est là pour essayer de décider les destinées en particulier de cette élite même, parce que la section de hautes études, c'est la clé de sauvetage quelque part de ce système qui protège une sorte de caste qui sont les architectes affectés en particulier au service public et aux charges dans les cadres de l'État. Voilà. Et ce qui rejoint à nouveau cette idée de la consanguinité de toutes ces instances, qui est une chose assez importante. Moi, je pense, apolitisme, c'est un terme qui m'a toujours profondément gêné et que je trouve assez inadéquat. J'aurais tendance à utiliser la distinction que fait Freud entre le latent et le manifeste. Il y a des positions politiques manifestes, mais il y a aussi des positions politiques latentes, et dans le cas d'Hautecoeur, elles sont quand même assez claires. Alors à part ça, Hautecoeur, sa véritable profession, c'est la diplomatie. Donc c'est quelqu'un qui passe son temps à négocier en amont, mais aussi latéralement. Et à nouveau, le journal de Landowski est très éclairant là-dessus, sur les apartés, les petites phrases que distille Hautecoeur et que rapporte Landowski, mais qui sont en contradiction. Et là, on est de l'ordre peut-être du latent, mais qui sont en contradiction avec le manifeste que sont ces décisions, son application. Des gens qui ont démissionné pour ne pas appliquer des lois avec lesquelles ils étaient en désaccord, même s'ils avaient besoin de payer leur loyer dans cette période.
Donc, les choses sont plus complexes. Rémi. Je vous trouve un peu sévère de votre distinction entre collaborateurs et collaborationnistes, parce que vous oubliez quand même que une bonne partie de l'administration française a aussi travaillé directement avec la résistance. Donc les choses sont quand même un peu plus complexes que ça. Il faut savoir, par exemple, le deuxième bureau était au ministère de l'Agriculture, à Paris. Donc on est quand même dans un monde où c'est pas que l'administration. L'administration est composite et quand même très complexe dans son organisation. Donc il faut donner du temps. On n'a pas dit que on a N'excluait- le fait de se centrer sur cela n'excluait pas les nappes et autres réseaux internes à l'administration. Alors en ce qui concerne le... On est tous fonctionnaires, Rémi, d'ailleurs, ici. Comment? Non, pas moi, je ne sais plus. Enfin, oui, non plus, derrière. Non, je En ce qui concerne ce qui n'est pas là, alors moi je vais dire pour notre champ, c'est intéressant cette notion de ce qui n'est pas là. Alors moi j'en vois deux choses, il y en a sûrement d'autres, mais deux choses qui ne sont pas là. Mais c'est simplement pour essayer de vous montrer peut-être qu'elles sont là tout en n'étant pas là. Je pense par exemple aux prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre ne sont pas là. En réalité, dans le champ de l'architecture, on voit des choses intéressantes. On voit d'abord qu'il y a des concours de prisonniers de guerre en architecture, ils travaillent. Donc ça veut dire que déjà ils sont au courant quand même des éléments de débat. On retrouve aussi dans les stalags les architectes qui se réunissent pour réfléchir à la reconstruction tout seuls, qui font ça de leur propre initiative en ramassant les souvenirs de ce qui a été détruit. Donc là aussi un débat qui est intéressant. On a retrouvé aussi des ouvrages de Le Corbusier dans les stalags, qui montrent aussi que Le Corbusier même arrivait à passer là-bas. Et puis le deuxième qui n'est pas là, je trouve qu'on peut aussi questionner, qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe évidemment en Afrique, en Algérie. Et là encore, on est dans un pas-là, entre guillemets, qui est très compliqué. Parce que je pense à Écochard, je pense à Emery, je pense aux jeunes de Le Corbusier. Ce pas-là, en réalité, il est là aussi, puisque d'une certaine façon, il réfléchit avec les élites politiques du gouvernement d'Alger, la modernisation de la France après-guerre. Donc là, il y en a plein de dossiers de préparation des plans, de nouveaux plans stratégiques en termes de reconstruction. Et puis, on a aussi les passages, évidemment, avec l'administration de Vichy ou avec d'autres architectes qui sont de passage à Alger. Donc le pas-là est aussi là. Hein, donc voilà, donc ça rend les choses encore plus compliquées. Il y a ceux qui ne sont pas là, effectivement. Les prisonniers, c'est une histoire très intéressante. J'avais abordé la question avec Architecture Uniforme en essayant en menant l'enquête, difficile parce que tous les témoins ont disparu, sur le camp de Stablach en Prusse orientale où plusieurs centaines d'architectes avaient été regroupés. Donc il y a des lieux de formation. C'est d'ailleurs pas propre à la France. Le camp de prisonniers comme lieu de formation, évidemment. Pas là, il y a les exilés. Laurence a parlé de l'exil intérieur ou de l'exil tout court des artistes, mais ça concerne aussi certains architectes. Charot est à New York et sa mémoire est dans une certaine mesure effacée, très symptomatiquement, lorsque Technique Architecture fait un numéro spécial sur le verre et passe en revue toutes les façade de verre construite à Paris, il en manque une, la maison de verre de Charot, pour le docteur d'Alsace. Regrettable oubli, hein, en 1944. Donc Charot est effacé et se trouve heureusement pour lui à New York. Malest Evans se replie parce que sa femme est juive et disparaît dans l'ouest de la France. En revanche, Perret est partout. Perret est absolument partout. Et je pense que le véritable figure tutélaire, mais c'est un cliché que de le dire, c'est Perret qui dont la correspondance privée assez lamentable avec Marie d'Ormois montre qu'il était plutôt sceptique et plutôt anti-allemand. Perret est quand même d'une lâcheté considérable. D'autres exilés, c'est par exemple Perriand, Charles Perriand, qui est parti au Japon et qui finira au Vietnam. Les exilés de l'intérieur, c'est des gens comme Pierre Jeanneret qui disparaissent et qui va à Grenoble avec Blanchon où il organisera la résistance. Et puis des exils intérieurs aussi intéressants, c'est celui d'un type comme Lursa qui, au début de la guerre, fait des plans de reconstruction pour le commissariat à la reconstruction immobilière et puis qui glisse lentement vers la résistance, mais aussi vers l'écriture. Et je voudrais qu'on n'oublie pas cet aspect-là, qui est aussi ce que j'appellerais l'accumulation méthodologique ou littéraire de cette période. C'est une grande période de lecture et d'écriture pour ceux qui ont accès au papier imprimé. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être
passer la parole à la salle pour des questions.